D'autres questions? Une lueur d'espoir? Alors, il y en a plein des lueurs d'espoir. C'est difficile à dire, évidemment, parce que je suis comme vous, j'ai plein de mes amis qui ont été tués, des enfants que j'ai bien connus qui ont été tués, d'autres qui le seront peut-être demain, etc. On est au fond du trou, mais il y a quand même des choses qui ont avancé et qui le sont, qui ont avancé de façon irréversible. Hein. On reviendra pas en arrière. Vous voyez, il y a un petit bouquin, le premier bouquin que j'ai écrit, dont le sous-titre était Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale, c'était 2014. On avait mis des cartes à jouer, un peu comme W. Bush avait donné aux soldats en Irak, avec toutes les têtes qu'il fallait essayer de trouver, vous voyez. Sur les 4 têtes, on avait mis Netanyahou, vous voyez, 2014. Alors évidemment, tout le monde s'est fichu de nous, en particulier des amis très proches, hein, qui sont le soutien des Palestiniens, très indiscutable. On dit, mais tu rigoles, tu n'y penses pas. Jamais, jamais la Cour pénale, jamais, jamais, jamais. Bon, hein, on s'aperçoit que toutes les étapes légales qui sont prévues dans le statut de la Cour pénale internationale ont été franchies assez régulièrement, avec des délais, certes, mais ça aboutit quand même à l'ouverture d'une enquête approfondie, c'est-à-dire qu'il y aura demain des mandats d'arrêt qui seront délivrés. Et ça, c'est irréversible. Voilà. Alors vous allez dire, oui, mais d'abord le procureur, il a mis des années. Bon, il a mis des années. Il est probable qu'il s'était juré de ne jamais en demander à la Cour. Et qu'il a été poussé par la Cour internationale de justice qui, à la suite du génocide, eh bien, l'a mis dans l'obligation d'avancer. Donc, vous voyez, c'est le droit qui a fait avancer les choses. Voilà. Ah oui, mais alors, depuis qu'il a demandé, la Cour, il se passe rien. Il se passe rien, qu'il faut lire les statuts de la Cour. À chaque fois qu'il y a une étape juridique, mais comme dans tout texte de loi bien fait, il y a le contradictoire, c'est-à-dire la possibilité pour les personnes en question de se défendre. Et là, c'est les personnes en question, c'est M. Netanyahou, M. Galland. Et ça a été quand même une première, car c'est la première fois que la partie israélienne a envoyé des avocats. La première fois. Avant, ils disaient, ça ne compte pas. Oui. Et on nous disait, mais de toute façon, ils n'iront pas. Ça change rien. Ben, ça y est, ils ont envoyé des avocats. Alors, une fois que des mandats d'arrêt ont été demandés au juge de la Cour, eh bien, on peut faire ce qu'on appelle aussi, c'est dans mon petit bouquin sur la Cour pénale, ce qu'on appelle un amicus curiae. Là encore, ça fait partie des règles juridiques d'une très bonne juridiction. Nous allons lancer des mandats d'arrêt contre monsieur un tel et un tel. Donnez-nous votre avis. Et le monde entier peut donner son avis. Alors là, évidemment, on ne demande pas d'envoyer 500 pages. Il y a un délai, vous avez 15 jours ou 10 jours, et ça ne doit pas faire plus de 12 pages. Vous voyez, c'est des trucs très courts. Vous voyez dans quoi il y a toute une série de crétins qui se sont lancés pour donner des avis. Je vous donnerai simplement l'exemple du Royaume-Uni qui a envoyé une contribution, comme tout le monde peut le faire, vous, les États, les profs de droit, que sais-je, mon plombier, tout le monde peut le faire. Bon. Alors, en pratique, c'est limité quand même par le côté raisonnable des participants, mais il y en a qui sont complètement irraisonnables. Et le Royaume-Uni a envoyé un mémoire en expliquant que un mandat d'arrêt, quand même, c'est quelque chose d'extrêmement grave, parce que ça attente à une liberté fondamentale qui est d'être libre, tout simplement. Vous voyez la gravité, finalement, de cet acte. Donc, il conteste. Et il conteste parce que la Palestine n'est pas un État. Dans les accords d'Oslo, tous les Israéliens qu'ils soient dépendent des lois israéliennes et donc on ne peut pas les attaquer. Donc ils ressortent un argument qui a déjà été jugé comme totalement nul et non avenu, mais ils le ressortent. Vous voyez, la Palestine a été acceptée comme État membre à la Cour pénale internationale, quelle que soit sa reconnaissance à l'ONU, quelle que soit sa reconnaissance à Jérusalem ou en France. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà. Donc, vous voyez, alors, une fois qu'un mémoire a été envoyé, il faut y répondre. Et donc, vous avez, les juges, ils sont 3. 18 au total. Sur la question palestinienne, ils sont 3. Vous voyez, ils ont des collaborateurs, ok. Le bureau du procureur, c'est 40 personnes pour tous les massacres du monde entier, vous voyez. Et ils sont tenus de donner une réponse en droit absolument
indiscutable. Sinon, il y aura un appel, un truc et un machin. Donc, ça explique le délai de l'émission de ces mandats d'arrêt, mais ils sont sur le toboggan et ils vont arriver. Donc, quand demain, il va y avoir des mandats d'arrêt internationaux, on va se retourner chez Monsieur Macron. On va lui dire, dites donc, vous avez bien dit que vous étiez pour le droit international. Ah oui, vous avez signé la Cour pénale internationale. Et ben donc, vous serez obligé de... Voilà. Ça veut dire simplement qu'un certain nombre d'exécutifs politiques, eux, seront sur la sellette, vous voyez. Donc, rien que ça sera quelque chose d'important, vous voyez. Le procureur aurait pu demander au juge de lancer un mandat d'arrêt secrètement, sans le faire publiquement. Le fait de le faire publiquement, ça permet justement à des tas d'autres pays d'intervenir. Comme vous avez dit, le Royaume-Uni était intervenu, alors que pour la Russie, ça s'est pas fait comme ça. Alors, je vous coupe sur la Russie parce que je me méfie énormément des comparaisons. Moi-même, j'en fais parfois, mais pour pas s'égarer. Mais par contre, je voudrais ajouter quelque chose à ce que vous avez dit. C'est que, effectivement, il y a la possibilité de lancer des mandats d'arrêt sans les rendre publics. Mais là encore, on voit que le nouveau procureur, enfin, après Fatou Bensouda, qui est une très très bonne procureure, ce procureur a des lacunes énormes. Il pourrait même, enfin bref, je ne veux pas dépasser ma pensée, mais en tout cas, à utiliser des dispositions qui sont complètement contraires au statut de la Cour pénale. Il s'est déplacé pour rencontrer une partie seulement des victimes, il a fait beaucoup de publicité, tout ça c'est de l'éthique. Il y a un article du statut de la Cour qui dit que le procureur doit être quelqu'un d'une éthique absolue, etc. Bon, c'était pas le cas pour Ocampo, c'était un Strauss-Kahn bis, et c'est pas vraiment le cas pour le troisième. Quoi qu'il en soit, ça encore, je dirais que c'est relativement bénin. Par contre, ce qu'il a fait au moment où il a annoncé qu'il allait demander des mandats d'arrêt à la Cour, alors c'est absolument pas dans les statuts, il s'est entouré d'un panel d'experts, entre guillemets, qui étaient des copains. On n'a strictement aucune information sur les critères de recrutement de ces soi-disant experts en droit international, alors que les experts, ils existent, ils sont à La Haye. Et donc, c'est tout à fait anormal qu'il ait non seulement recruté ces personnes, mais il est tout à fait illégal qu'il leur ait donné, soi-disant, a-t-il dit, suffisamment d'informations pour qu'ils puissent participer à la réflexion, etc. C'est-à-dire qu'il a tenu publiquement un certain nombre d'accusations, alors que l'accusation en droit, c'est extrêmement précis, c'est un texte qui doit être pesé, qui est soumis à l'accusé et qui doit pouvoir répondre. C'est-à-dire que le procureur a lancé une espèce de débat sans donner aux accusés, et là je pense à Ismaël Haniyeh à l'époque, sans pouvoir donner aux accusés la possibilité de se répondre. Ce qui a obligé certains accusés à commencer à se défendre par l'intermédiaire de la médiatisation. Donc il a lancé une espèce de débat juridique, un endroit où il n'aurait absolument pas dû se situer. Voilà. Et le fait qu'il ait fait ça, ça retarde évidemment le juge de pouvoir, en fait... Non, parce que les juges ne sont pas censés répondre à ce genre d'accusation publique. Mais ça fait partie, enfin bon. Ça fait partie d'un jeu politique. Voilà, et donc il est sorti de son rôle en lançant cette accusation publiquement, parce que accuser Ismaël Haniyeh d'avoir commandité des viols en série, alors là, devant un tribunal, c'est très très facile de défendre ce pauvre Ismaël Haniyeh, parce que évidemment, il n'y a strictement pas la moindre chance d'apporter à un tribunal la moindre preuve en ce sens, vous voyez. Moi, ce que j'ai trouvé pas de surréaliste, au contraire de très réaliste, c'est que l'État d'Israël a été non pas créé en 1947 par un vote de l'ONU, il a été reconnu comme État par l'ONU en 1947 par un vote où les 3/4 des membres actuels de l'ONU étaient absents puisque c'était des pays colonisés. Et moi, je dois dire que ça m'a sauté aux yeux quand j'ai vu tous ces gens se lever et partir. J'ai eu l'impression que les 3/4 de l'humanité quittaient la salle. J'ai trouvé ça très fort, au contraire. Mais bon. Est-ce que vous avez peur? Non, honnêtement, non. Mais
quand des bombes tombent à 200 mètres, on peut avoir... Moi, c'est pas d'avantardiste, je crois que je suis inconscient, et c'est plutôt un aveu d'inconscience. Mais par contre, ce qui fait que je retournerai pas là-bas avant que les bombes et les snipers soient partis, c'est la souffrance que j'impose à ma famille. Ce n'est pas du tout de Gaza que je parlais parce que effectivement là on y va forcément. Il faut un courage et une inconscience. Moi, je parle je parle bien entendu de Paris parce que je pense que vous pourriez faire partie de la liste que le Mossad voudrait. Vous savez, enfin, oui, je fais pas jusque-là parce qu'il y a quand même des gradations dans les sanctions. Mais par contre, ce que j'ai pensé pendant tout le temps où je rédigeais ce bouquin, je l'ai rédigé vraiment à la hâte. J'avais qu'une angoisse, c'est voir arriver la police chez moi, me piquer mes ordinateurs, mon manuscrit, avec tout le travail. J'ai fait des doubles en permanence que j'ai envoyés partout. Puis maintenant, bon, on verra bien. On verra bien. Mais c'est vrai que ce que je vous raconte, et puis ce qui est dans le bouquin, ça va 100 fois plus loin que ce que on peut dire des gens sur Facebook ou sur la place publique. Il y a une inégalité de traitement flagrante. Mais les États-Unis sont pas signataires de la CPI, donc même si le mandat avait déjà été émis, New York, ils auraient pu dire on l'arrête pas. Oui, bien sûr, mais d'abord qu'ils sont pas signataires et on en est bien content parce que sinon ils mettraient la pagaille comme à l'UNESCO en disant c'est nous qui faisons 20% du budget et donc il faut quand même nous écouter. Il y aurait bien des gens pour les écouter. Donc c'est plutôt une chance. La bataille existentielle qui a lieu en ce moment, c'est pas une bataille existentielle entre les Juifs israéliens et les Palestiniens. C'est une bataille existentielle entre la Palestine et les institutions internationales. Là, c'est un véritable test. On se souvient quand même de la disparition de la Société des Nations, etc. Moi, je fais partie des optimistes. Et je pense pas que les institutions internationales vont disparaître. Je ne crois absolument pas. Voilà. Donc, il y a un bras de fer qui est engagé. Et j'ai écouté Sylvain Sipel il y a quelques jours qui racontait que bien qu'il ait passé des années aux États-Unis, des années en Israël, ce soit un parfait connaisseur et en même temps engagé, puisqu'on connaît son engagement en faveur des droits de l'homme, des Palestiniens, de la Palestine, etc. Et il disait très honnêtement qu'il avait, pendant des années, il s'était posé la question, mais enfin, pourquoi les États-Unis soutiennent-ils Israël à bout de bras, à coups de milliards, etc. Qu'est-ce que ça leur rapporte? Apparemment que des ennuis. Et il a expliqué que finalement, c'était le seul pays de la région où il y avait à la fois l'exécutif et la population qui était pro-américaine. Voilà, c'était une façon de maintenir une espèce d'îlot pro-américain là-bas. Pas trouvé l'explication très satisfaisante. En tout cas, moi, j'en vois une autre. C'est que Israël joue un peu face aux institutions internationales et en particulier juridiques, joue un peu le rôle de bouchon, joue un peu le rôle de, comment dire, vous savez, un bouchon, faire le bouchon, c'est-à-dire vous êtes, je sais pas, je fais du parapente et quand on envoie le premier, on va voir comment se comporte l'air, on dit, allez, tu vas faire le bouchon. C'est-à-dire, une espèce d'expérience pratique, on prend pas de risques, on voit comment ça se passe pour l'autre et puis après, on y va. Donc j'ai l'impression que d'une certaine façon, les Américains, en fait, c'est la première cible potentielle de la Cour pénale internationale. Et d'ailleurs, Fatou Bensouda avait lancé une ouverture d'enquête approfondie, la même que pour la Palestine, le même niveau, contre tous les crimes commis en Afghanistan, incluant les talibans, tout ce qu'on veut, mais c'était surtout les Américains. Elle avait dans son mémoire, qui vaut vraiment la peine d'être lu, complètement démonté les procès bidons faits aux États-Unis contre quelques militaires qui avaient fait des massacres horribles et qui finalement avaient été condamnés à rien ou pas à grand-chose. Voilà. Donc la cible des institutions internationales dans l'avenir, c'est les États-Unis. C'est ça la cible. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'ils soutiennent finalement toutes les initiatives, même les pires sur le plan juridique ou sur le plan éthique. Enfin, c'est une possibilité. C'est en disant après, ce sera nous. Voilà. Et c'est là où véritablement l'enjeu est l'enjeu juridique et l'enjeu de l'avenir des institutions juridiques internationales, il est là, quoi. Qu'est-ce qu'il pensait des accords d'Oslo?
Ah ben j'étais complètement opposé aux accords d'Oslo. Solution deux États, toutes ces histoires. Alors ça, Très soutenues par la gauche européenne. Merci de poser cette question parce que c'est une question à laquelle il est très facile de répondre et qui, malheureusement, depuis 9 mois, 10 mois, 11 mois, 12 mois presque ces jours-ci, aucun grand média n'en a parlé. Que propose le Hamas? Et vous le retrouverez dans une interview d'Yahya Sinwar, donc qui est aux affaires, et c'est l'interview de 2006. Vous voyez, 2006, voilà. Eh bien, les accords d'Oslo, ils ont été contre parce qu'ils les ont lus. Et évidemment, ils ont constaté que c'était des accords complètement inégaux. Je ne vais pas entrer sur le détail des accords, mais ça se résume en un article qui dit, en cas de désaccord entre les deux parties, on fera appel à une tierce partie pour régler le problème. Mais cette tierce partie devra avoir obtenu l'agrément des deux parties. Je ne sais pas si vous voyez quasiment un sophisme, vous voyez, bon. Voilà, donc ils étaient contre les accords d'Oslo parce qu'ils les avaient lus. Et là, ça me rappelle une anecdote, mais on a du temps ou pas? Une anecdote. Il y a une chose, on peut dire que la seule grave erreur politique du Hamas au cours de toutes ces années, c'est la charte de 1988. La charte de 1988, qui est une charte horrible, qui est remplie de propos antisémites, etc., et qu'on nous sert encore aujourd'hui. Un éditeur m'a envoyé d'ailleurs à lire, comme ça, à titre personnel, un bouquin soumis par un horrible personnage actuel qui sévit dans nos médias sur le Hamas. Et, oh, comment tu sais? De la radio avant. J'ai lu ce bouquin. Ah oui. Ah oui, j'étais malade. J'ai entendu ça, je me dis, attends, ah oui, non, c'était horrible. J'ai lu ce bouquin pour un éditeur, et ce bouquin était, peut-être qu'il l'a modifié depuis, hein, était à chaque chapitre, il y avait un article horrible tiré de la charte de 1988. Alors évidemment, quand tu lis ça, pour le reste, là, je crois qu'il n'y a pas plus de 3 ou 4 noms arabes cités dans l'ensemble du bouquin. Donc, c'était vraiment une littérature des caniveaux. J'ai dit, oh, l'éditeur, non, ça, vraiment. Ou alors, vous lui proposez de mettre le Hamas selon Ahmed Sifawi. Ce qu'il a refusé, évidemment. Et on a vu qu'il avait réussi à trouver un éditeur pour publier ce torchon. Bon. Ce que je voulais dire, c'est cette fameuse charte de début où j'ai une anecdote là. Cette charte de 1988, donc août, c'était un moment où ils étaient tous en prison, c'était vraiment la catastrophe, le mouvement était vraiment carrément en dessous. Et à ce moment-là, on a demandé, et j'ai fini par savoir qui c'était, parce que c'est pas dans la littérature, et j'ai même réussi à rencontrer le gars, qui est mort depuis. Il est mort depuis le 9 octobre, mais pas sous les bombardements, il est mort de vieillesse. Il était très âgé, il était plus âgé que Cheikh Yassine. Et donc, j'ai fini donc par rencontrer le gars. J'ai eu un entretien, j'ai même l'audio de cet entretien. C'est Abdel Fattah Doukhan. Et Abdel Fattah Doukhan, il a écrit d'énormes trucs. J'ai interrogé des gens importants, et je le raconte dans le bouquin, des membres parmi les 7 membres fondateurs. J'ai posé la question de Candide, mais enfin, cette charte de 1988, est-ce que vous l'aviez lue? Alors, les gars, oh oui, on l'avait lu. Mais il n'a rien voulu changer du tout. Alors, il n'a rien voulu changer, et là, on se tourne vers le Cheikh Yassine, et on se dit, mais pourquoi il n'a rien voulu changer, que ça a été quand même une catastrophe, ce truc? Bah, on voit, et vous verrez, si vous recherchez le nombre de recensions d'Abdel Fattah Doukhan, c'était un compagnon de la première heure. Il était plus âgé que le Cheikh Yassine. Ça a été l'un des tout premiers frères musulmans. C'était notre papa à tous, en gros, si vous voulez. Et donc, en pleine répression israélienne, bombardement, torture, tout ce que vous voulez, arrestation, on n'allait pas désavouer. Voilà, merci. On n'allait pas désavouer. On n'allait pas. Ils ont même fini par considérer que c'était secondaire. C'est ça leur erreur politique, c'est leur a considéré que c'était secondaire. Moi, je me souviens au début des années 2000, quand je disais à Mahmoud Zahar, moi, dans mes petites conférences, de rien du tout,
je peux défendre le mouvement sans problème jusqu'au moment où on parle de la charte. Il me disait, oui, oui, c'est vrai, oui, peut-être, faudrait, oui, oui. Mais à partir du moment des élections, ce qui est vrai, on ne juge pas, par exemple, les républicains d'aujourd'hui sur la Marseillaise. Vous voyez, bon. Mais ça, bon, il dit quand on est allé aux élections, on avait un programme, il y a 14 points, on discute là-dessus, on va pas remonter comme ça. Ça n'empêche que c'est un outil qui a été utilisé encore et jusqu'aujourd'hui et qui passe dans les médias, vous voyez. La charte de 2017, elle est absolument parfaite. Contrairement à ce que certains ont dit, elle ne représente pas du tout une régression des revendications du mouvement, parce que c'est pas vrai du tout. On a dit, ah ben, ils reconnaissent Israël entre les lignes. Non, non. Ils restent sur cette position. Nous sommes d'accord pour la création d'un État palestinien. D'ailleurs, il y a un Sinois, à un moment donné, il s'énerve en disant, enfin, pourquoi vous autres, les Occidentaux, nous demandons pourquoi on est contre la création d'un État palestinien? On est pour, on est pour, on est pour, on est pour. Mais par contre, on ne va pas reconnaître l'autre parce que l'autre, on ne sait pas ce que c'est et ça sera pour plus tard. Ce qui est d'une grande logique. Hein. Je crois qu'on se rend compte de la situation, je dirais, dramatique des moyens d'information. Les journalistes sont devenus des responsables des relations publiques. Par exemple, le Premier ministre, quand il y avait un gouvernement, envoie la ministre des Affaires étrangères dire à Netanyahou, nous soutenons les objectifs d'Israël. Ça passe sans commentaire, les journalistes regardent le coup passer, et puis les 12 spécialistes du droit international ont une carte blanche dans la Libre Belgique. Ils sont présentés comme des gens qui donnent leur opinion. Non, ce sont pas des gens qui donnent leur opinion, ce sont des gens qui connaissent le droit international et qui savent ce que ça suppose. On voit un vieux procureur gâteux de la haute cour israélienne. On l'a vu 5 minutes, et il a défendu, donc il a plaidé. Il a dit, le Hamas a construit des tunnels sans permission, etc., etc. Alors le comble, c'est quand le grand rabbin de France dit, je n'ai pas à rougir de ce que fait l'armée israélienne. Là aussi, on écrase, ça passe, ça passe. Quand Israël décide que le Guterres, le secrétaire général de l'ONU, ne peut plus venir en Israël, c'est le comble de l'absurde, complètement de l'absurde. Alors, les perspectives, c'est quoi? C'est que le centre de gravité est occupé à changer, comment dire, l'impérialisme américain, il faut appeler les choses par leur nom, est en pleine déconfiture. Donc, ça veut dire quoi? Que les BRICS, les BRICS, oui, mais on n'en parle pas dans nos journaux. Alors, je m'en profite de l'occasion pour dire que la Chine et la Russie ont joué un rôle très positif au Conseil de sécurité. Et donc, il y a beaucoup d'espoir si on se rend compte que, 1, l'Europe n'est plus le centre du monde, 2, que le blabla sur les droits de l'homme, etc., ça ne perd pas du tout. Et donc, le récit mythique de l'attaque du 16 octobre, si vous n'avez pas parlé du 7 octobre, vous n'avez pas droit à la parole. Non, il faut d'abord faire allégeance à ce monceau de mensonges et d'ignominie qu'on nous impose tous les jours. Donc, si vous êtes abonné à un journal mainstream, vous ne savez rien de la réalité, vous devenez gaga, quoi. Donc, c'est même pas la peine d'écrire au rédacteur en chef que vous n'êtes pas d'accord, etc. Il faut avoir un répertoire de sites qui sont alternatifs et qui donnent une bonne idée de la réalité, que ce soit le conflit en Ukraine et surtout la situation à Gaza. Une dernière pour la route, les Israéliens savent très bien qu'on ne gagne pas la guerre en bombardant, mais qu'il faut occuper le terrain. Et là, on rentre dans une nouvelle phase. Et donc, ils ont déjà prévu qu'ils vont devoir faire marche arrière. Enfin, voilà. Non, mais vous avez bien décrit le cul-de-sac dans lequel s'est enferrée la partie israélienne.
et tous ceux qui la soutiennent, parce que ceux-là auront des comptes à rendre, même devant les tribunaux, probablement. Bonjour, je rebondis sur ce que tu as dit. Il y a plusieurs lueurs d'espoir. Je veux bien entendre les autres lueurs d'espoir. Écoute, les autres lueurs d'espoir, c'est plus difficile à articuler parce que c'est basé sur la violence. On voit que la partie Hamas a réussi ce que vous avez vu, déjà à mener une opération sans qu'elle soit dévoilée. Deuxièmement, avec un moyen en homme extrêmement faible de mettre en échec, parce que quand il y a une guérilla, hein, c'était dit et répété partout, qui est face à une armée conventionnelle, si la guérilla est toujours là, c'est elle qui a gagné. Hein, on peut pas dire que c'est l'armée conventionnelle. Voilà. Donc on voit que le mouvement, avec peu de combattants, très peu de professionnels, soumis à un siège qui bloque l'approvisionnement en armement, au moins en très grande partie, a réussi cette performance de tenir et de faire que il y a 2 millions de Gazaouis qui sont toujours là. Ils sont toujours là. Actuellement, eh bien, la situation au Liban, elle est beaucoup plus difficile pour la partie israélienne puisque le Hezbollah est beaucoup plus nombreux. On parle entre 50 et 150 000. C'est énorme par rapport à la force militaire du Hamas. Ils ne sont pas soumis au siège et ils ont des frontières qui sont ouvertes avec un approvisionnement. Autrement dit, la puissance militaire du Hezbollah est au moins 10 fois celle du Hamas. Par ailleurs, imaginez, vous savez, dans les combats militaires, la motivation des combattants compte énormément. Imaginez ces petits bourgeois de Tel Aviv qui, après avoir fait la plage et tout ça, sont allés à Gaza 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ceux qui sont pas revenus brinzingues, on les envoie au Liban, vous voyez. Et au Liban, on le sait déjà, l'attaque a commencé depuis peu au sol. C'est un désastre pour la partie israélienne. Autrement dit, il n'est pas exclu que l'échec militaire influe de façon considérable. Et puis, il y a aussi l'effondrement même de la société israélienne, avec des dizaines de milliers de familles qui ont quitté. Est-ce qu'ils reviendront? Il y a même dans le Times of Israel, on voit des informations parfois qui ne sont pas que de la propagande, quand ils nous expliquent que 38% des étudiants en médecine, par exemple, exerceront leur profession en dehors du pays. Vous voyez, bon, enfin, il y a toute une série de signes de craquement. Moi, je pense, j'ai deux élèves qui sont mes élèves à Paris dans ma fac et qui sont partis s'installer là-bas. Et on échange de temps en temps. Ils restent complètement nationalistes, mais le simple fait déjà qu'ils échangent, on sent bien qu'ils ont une certaine angoisse. Ils viennent d'avoir des enfants. L'avenir des enfants, qui aimeraient avoir un enfant avec un système de missiles, anti-missiles dans le dos en permanence, vous voyez. Voilà. Donc la société israélienne, elle est muselée, les médias les musellent, les journalistes sont complètement tenus, les étrangers sont accrédités, et s'ils disent quelque chose, ils perdent leur accréditation. Moi, j'ai rencontré des journalistes français qui étaient dans cette situation et qui le disaient d'ailleurs. Voilà. Donc, on peut imaginer aussi un effondrement complet de la société avec l'effondrement économique, etc., qui fait que si plus personne ne va bosser demain, ça ne durera pas très longtemps. Vous ajoutez le prix du coût de la vie, les problèmes financiers, l'inflation, enfin tout ça. Il y a c'est plus que des craquements, c'est des fissures. Il y a un navire qui est en train de couler et on ne sait pas combien de temps ça va mettre, quoi. Alors là encore, il ne s'agit pas de parler de destruction de l'État d'Israël. Il s'agit de permettre, et c'est ce que réclame le mouvement depuis toujours, ils disent, nous, tout le monde peut rester, à condition de l'égalité des droits. Mais est-ce qu'on peut s'imaginer qu'en quelques jours, non, il faudra une génération au moins pour réduire au maximum ce racisme terrible qui est l'une des caractéristiques de cette société israélienne. Donc la question, c'est celle du délai. Mais de toute façon, l'espoir, quelle que soit la direction qu'on prenne, l'espoir est totalement motivé.
moi, je suis plutôt désespérée quand j'entends comment Israël s'étend, hein, et tue des leaders et avec une haute technologie, précision. Moi, j'ai toujours pensé que enfin, le nombre de Palestiniens et puis quelques soutiens arriveront à tenir. Mais quand je vois que la technologie peut tuer en masse et peut tuer avec précision des grands leaders, quand je vois que aucun pays arabe ne réagit, quand je vois qu'ils s'étendent après Gaza et Cisjordanie, puis ils ont été le Liban, et puis ils sont en train de... Alors, il y a déjà trois questions. Oui, non. Technologie, Oui. l'expansion, Oui. et qu'il y avait la troisième chose, c'est quoi? Parce que c'est intéressant. Parce que... Et le mutisme des pays arabes. Voilà, voilà. Est-ce que je peux répondre aux trois déjà? Non, mais donc, et l'Iran qui ose et qui risque, je crains beaucoup pour l'Iran, voilà. Voilà. Bon, alors là, on a pas une heure, mais j'ai essayé d'être bref, là. Alors, mon désespoir est grand. je vais commencer par l'Iran, c'est la dernière, c'est encore en mémoire. Pour l'Iran, écoutez, il est évident aux yeux de tout le monde que le traitement médiatique de l'offensive iranienne est un succès magistral, en ce sens qu'ils ont démontré au monde entier, premièrement, qu'ils étaient capables d'envoyer des missiles sur des cibles militaires avec une énorme précision, en saturant de missiles l'espace aérien et en permettant aux autres de passer. Et vous avez peut-être été frappé de voir que certaines vidéos montrées sur les grands médias montraient des missiles en l'air et puis à la fin c'était coupé, c'est devenu noir. Ben non, les missiles, on les voyait exploser au sol. Autrement dit, cette histoire de missiles de protection, même avec les bateaux américains en face, on voit d'abord ça coûte une fortune et on voit que ce n'est pas efficace. Donc l'Iran a démontré ça. Deuxièmement, ils ont montré leur capacité de précision. Et troisièmement, et surtout, et c'est scandaleux de l'avoir moqué parce que sur nos grands médias, on expliquait que le bilan finalement de cette attaque était très faible, un mort palestinien et un blessé léger. Non, mais comme si c'était ça l'objectif. Au contraire, l'objectif c'était justement d'épargner les civils et c'est une réussite extraordinaire, vous voyez. Donc depuis 48 heures, on nous tanne en nous expliquant que l'Iran est affaibli. Moi, je dois dire que je m'amuse si on peut dire, en écoutant les observations des experts avant cette attaque iranienne. Il faut voir ce qu'ils disaient sur l'Iran. Ce régime est en train de s'effondrer, la rue, que sais-je, etc. Alors ça, c'est l'Iran. Avant, il y avait les pays arabes. Alors, les pays arabes, ce sont tous sans exception aujourd'hui soit des dictatures, soit des pouvoirs autoritaires à des degrés divers. Quand on a un pouvoir autoritaire, de quoi a-t-on peur? De perdre le pouvoir. Et qui menace le pouvoir dans tous ces pays? Ce sont les frères musulmans. Alors évidemment, voir taper sur les frères, c'est une façon de se garantir peut-être, pense-t-il, un peu d'avenir. Donc les pays arabes, c'est les populations arabes. Et les populations arabes, elles ne font pas défection. Personne ne peut dire que ces populations. Donc c'est contraire. Hein, c'est un atout, justement, ces pays arabes. La deuxième, c'était l'expansion territoriale. Alors, vous voyez, là encore, je vais vous sortir une image. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'école primaire, la France était un pays colonial, et j'ai encore sous les yeux cette carte du monde, et la France, c'était en rouge. Et il y avait toute une partie de la carte, et tout ça, c'était nous. Vous voyez, c'était rien du tout. Ce n'était qu'une image, bien entendu. Aller conquérir une partie du Liban, pour y rester pendant 20 ans et partir ensuite, vous voyez, toute cette expansion n'a strictement aucune chance de tenir, aucun sens. C'est quasiment puéril si c'était pas aussi meurtrier. Et la première partie, alors j'ai oublié, c'est quoi? La technologie. Oh oui, la technologie. Attendez, Yahya Ayash, 1996, il a été tué avec un téléphone portable. Il n'y a rien de technologique dans tout ça. Strictement rien. Strictement rien. Au lieu qu'il y ait un téléphone, il y en a eu 5000. Voilà. Voilà. Mais il n'y a absolument pas de nouvelle technologie là-dedans. Vous savez, là, à chaque fois que j'entends
dire les services de renseignement israéliens sont extrêmement puissants, etc., j'ai envie d'ajouter oui, parce qu'ils torturent. Ils torturent systématiquement. Et ça, il y a des dizaines de milliers de Palestiniens qui sont prêts à monter dans un car et aller témoigner à la haie. Et la fiabilité des aveux sous la torture, ça veut dire que parfois on raconte que, je sais pas, on a posé une bombe avec Johnny Hallyday, hein, voilà, on dit n'importe quoi. Alors, malheureusement, avec ces aveux, on va bombarder et éradiquer une famille, mais c'est pas du renseignement. Et de toute façon, toute cette éradication à laquelle on assiste, c'est assez curieux parce qu'il y a encore quelque chose, à mon avis, un scénario qui pourrait se produire. Si vous observez les réflexions des anciens responsables du Shin Bet, des anciens, voyez, bon, qui sont pas des rigolos, qui sont pas des tendres, on est frappé par une chose, c'est que ils racontent pratiquement tous, au cours de leur mandat, quand ils étaient aux affaires, à un moment donné, on a donné l'ordre de tuer un tel, alors ils l'ont fait, mais ils étaient contre. Vous voyez, bon. Alors d'abord, quand on est contre, qu'on est un militaire, il y a quand même dans les lois de la guerre le devoir même de refuser les ordres illégaux. Bon, enfin, je passe. Les gens du Shin Bet, ils sont là pour tuer, on leur demande de tuer, ils tuent. Mais après, quand ils sont à la retraite, ils expliquent qu'ils étaient contre. Mais pas parce qu'ils ont des remords, parce qu'ils s'en foutent. Ils expliquent qu'ils étaient contre parce que c'était contre-productif. Voilà. Et il y en a un que je cite d'ailleurs, c'est le plus emblématique, c'est Amir Ya'alon, qui dit, nous, quand on nous dit d'aller tuer quelqu'un qui s'apprête à nous tuer, c'est efficace. C'est ce qu'il dit, hein, bon. Par contre, à chaque fois qu'on nous a demandé de tuer quelqu'un et en même temps tous les dégâts collatéraux, entre guillemets, eh bien, non seulement c'est illégal, c'est éthiquement condamnable, mais en plus, dit Amir Ya'alon, et je peux le prouver, c'est inefficace. Vous voyez. Donc, je suis étonné que du côté des militaires, il n'y ait pas encore. Alors, il y a des voix qui s'élèvent. Ça fait l'objet d'un article dans la presse, c'est repris dans Haaretz, que sais-je. Mais il y a eu des attentats, il y a eu des prises du pouvoir contre des pouvoirs dictatoriaux, et là c'en est un. Dans ce cadre de l'effondrement de la société israélienne, on pourrait imaginer quand même un jour des militaires prennent leurs responsabilités, de ne pas prolonger indéfiniment cette situation. Je voulais juste vous demander, donc il y a eu une réforme de la charte de 88 et il me semble avoir lu que le Hamas a reconnu vouloir un territoire sur les frontières de 67. C'est sûr, ça. Il disait pas qu'il reconnaissait vraiment Israël en tant que tel, mais que il serait d'accord pour avoir un territoire sur les frontières de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale. Donc, c'est tout à fait différent de la charte du Likoud qui dit que du Jourdain à la mer, il n'y aura que l'État d'Israël. Donc, le Hamas fait la démarche à l'époque de 2 États, mais qui sont plus possibles. Non, il diffère, et c'est une position constante depuis 30 et 40 ans, il diffère à la durée d'une trêve de longue durée, qui peut aller jusqu'à 20 ans, 25 ans, la décision finale sur la base de l'autodétermination. Mais il a toujours été d'accord pour la création d'un État dans les frontières de 67, un État palestinien. Voilà, ça, tout est écrit, tout est là, et il n'y a aucun doute là-dessus. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est eux qui ont la proposition la plus raisonnable de tous, quoi. On va pas recommencer des négociations, revenir aux accords d'Oslo qui sont totalement inapplicables. Vous trouvez la charte du Hamas sur le site de Bruxelles. Alors c'est une charte qui a été écrite pour être lisible par un public occidental, qui est parfaitement claire. C'est moi qui l'ai traduit en français, mais bon. Des signes traceurs, parce que faute de frappe, je suis sûr qu'il va bien. Oui, non, s'il vous plaît, quand je dis qu'elle est sur le site de Bruxelles. Et il y a l'article 16 et 17 qui démontent complètement l'accusation d'antisémitisme en expliquant à juste titre que ce n'est pas nous qui confondons, nous connaissons très bien la différence entre les juifs et les sionistes, nous sommes contre les sionistes, les juifs, ils sont les bienvenus, on a toujours bien vécu en bonne entente avec eux. Par contre, ce sont nos adversaires, les sionistes,
qui font en permanence cet amalgame que nous récusons. Donc c'est écrit noir sur blanc, quoi. J'ai une question concernant la situation des femmes. Souvent, quand je discute avec des femmes occidentales, même de gauche, donc elles me disent, mais tu te rends compte, dans ces pays-là, vous les soutenez, le jour où ils seront au pouvoir, vous serez les premières à ne plus pouvoir bénéficier de droits élémentaires. Donc, vous vous sabotez, vous vous tirez, voilà. Non, mais c'est tout à fait vrai ce que vous dites, qu'il y a cette accusation. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à faire un tour de France juste après le 7 octobre, j'ai fait 40 conférences et tournées, et j'ai vu régulièrement, au bout de 10 minutes d'intervention, les salles étaient pleines à craquer, vraiment grosse motivation, à juste titre. Hein. Au bout de 10 minutes, j'ai vu dans un certain nombre de séances 4 ou 5 femmes sortir. Voilà. Parce que c'est vrai que dans la gauche que vous indiquez, il y a toujours une gauche conditionnelle, à condition de, voilà. C'est-à-dire qu'on ne se met pas à la place des autres, on se met pas à la place d'une histoire, d'une culture, etc. Et combien de fois j'ai proposé justement que ces femmes viennent discuter directement avec des gens du mouvement. C'est facile. J'avais proposé à une réalisatrice, je lui ai dit, écoute, toutes tes copines qui sont pas venues parce que je suis venu et qui savent que je suis pro-Hamas, écoute, filme-les et qu'elles posent les questions face caméra, un certain nombre de questions. Moi, tes vidéos, je les prends. Après, je vais les mettre devant un gars un responsable du mouvement. Je vais prendre ma caméra, je vais le filmer et puis je vais l'obliger à répondre. Et voilà, faisons un dialogue. Alors, il y a quelques clés, si vous voulez, dans le bouquin, parce que j'ai interrogé quelques femmes quand même. Il y en a même d'ailleurs qui ont été assassinées, hein, des politiques qui ont été assassinés. Jamila Shanti a été assassinée au début. Hein. Et donne la possibilité aux hommes et aux femmes de répondre, au moins. Dans le livre sur les chrétiens de Gaza, parmi les gens avec lesquels j'ai été interviewé, je crois que c'est une chrétienne qui répond avec le plus de véhémence, parce qu'elles sont pas voilées, les chrétiennes. Elles répondent, mais enfin, de quoi vous mêlez-vous? Foutez-nous la paix, etc. Enfin, toute une série de réponses. Il y a aussi des choses plus subtiles, par exemple, et pourtant, moi, j'ai trois féministes à la maison. Enfin, il y en a 2 qui sont grandes, ils sont partis, mais j'ai encore ma femme. Puis j'ai toujours des relations avec les autres, donc je fais très attention à ce que je dis. Il y a par exemple des choses intéressantes qui sont soutenues par une responsable syndicale, une femme à l'université, et qui dit le cheikh Yassine voulait que pour les représentations des étudiants, il y ait une représentation des hommes et une représentation des femmes. Alors là, au scandale, la mixité, etc. Et le cheikh, parce que je sais très bien que s'il n'y a pas la mixité, les femmes, elles n'y seront pas, ou un tout petit nombre, etc. Autrement dit, il a amorcé quelque chose. Vous voyez, et c'est... Au contraire, s'il y a la mixité. S'il n'y a pas la mixité, je vais avoir par la représentante des étudiantes, je vais avoir leur souhait, ce qu'ils désirent, etc. Et les gens vont prendre toute la place. Voilà, sinon les mecs vont prendre toute la place, voilà. Et c'est quand même un mouvement. Voilà, donc il y a tout quelque chose à tirer de cela. Ça ne veut pas dire que ça soit quelque chose de définitif, mais ça veut dire qu'il faut bien commencer par quelque chose. Et par exemple, Kefa, que j'interviewe là-dedans, me raconte quand elle était à l'université, elle a mené un mouvement de grève parce que les tarifs avaient augmenté. Et c'est ça qui est intéressant. Ils avaient augmenté, et dit Kefa, et ce sont les femmes qui étaient les plus pénalisées par l'augmentation des tarifs, parce que dans nos sociétés patriarcales, on privilégiait l'étude des garçons, et la fille, ça venait après. Et s'il y avait un problème, on la mariait, vous voyez. Donc ça, c'est quand même des choses qu'il faut entendre, vous voyez, dont il faut tenir compte, vous voyez. Autrement dit, c'est pas si simple que ça, quoi. Et j'ai une autre histoire formidable. Mais là, on est là jusqu'à demain. Hein. Il y a un congrès
il y a un congrès qui a lieu, enfin qui avait lieu, mais qui a lieu tous les 2 ans sur Juin Palestine. C'est un congrès où on parle de chirurgie, et c'est que des chirurgiens palestiniens qui sont là. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on n'a pas ça chez nous, c'est-à-dire que vous avez toutes les spécialités qui sont là. Donc, vous apprenez ce que le top niveau en chirurgie cardiaque, en neurochir, machin, ça donne des idées, c'est un truc formidable. Et c'est très à l'américaine parce que il y a une session des résidents. C'est-à-dire que ce sont des internes de fin d'études de médecine qui préparent pendant un certain temps une communication et puis ils arrivent et puis ils montent leur diapo, leur truc, ils parlent, ils s'expriment, tout ça dans un anglais parfait, entre parenthèses. Ça veut dire qu'ils ont accès à toutes les banques de données. Et moi, je vois arriver un jour une fille qui fait un topo parfait sur le fond et sur la forme, sur la mortalité comparée du cancer du sein à Gaza et en Cisjordanie. Truc impeccable. Et après, à la fin, si je te l'ai raconté, tu m'arrêtes, mais à la fin, elle prend le micro face à l'auditoire, et l'auditoire, c'était les chirurgiens de Gaza, c'est-à-dire, je crois qu'à l'époque, il n'y avait que des mecs, hein, je pense, et que des hommes, parfois même d'un certain âge. Donc vous imaginez un aéropage de vieux barbons dont je faisais partie. Et donc, elle se tourne vers la salle et elle dit, avec le micro à la main, elle dit, la semaine dernière, c'était la semaine du cancer du sein, et qu'est-ce qu'on a fait à Gaza? Rien. Bon, vous voyez, elle avait envoyé dans la figure. Moyennant quoi, elle a reçu le prix de la meilleure communication par les vieux barbons en question. Vous voyez, le message apporté, vous voyez, bon. Et la suite, c'est de cette fille, je l'ai suivie après, je l'ai vue apparaître. Elle a fait sa spécialité en chirurgie et elle a été la première femme entièrement formée à Gaza et diplômée en chirurgie, puisque elle n'a pas pu quitter la bande de Gaza le jour depuis qu'elle est née. Vous voyez, voilà. Donc ça, c'est quand même des choses qui existent. Et d'ailleurs, elle a fait partie des derniers chirurgiens qui ont opéré à l'hôpital Shifa au moment où ils ont été bombardés, trucidés, capturés, torturés, etc. Elle est partie à pied jusqu'à Khan Yunis, vous voyez, voilà. Donc ça, c'est quand même des choses qui existent et qui fonctionnent. Est-ce que vous avez vu le film Yala Gaza? Oui. Bon, ceux qui l'ont vu ont vu que dans ce type de cinéma où on montre des choses positives, hein, en général, hein, c'est ça, il n'y a pas de misérabilisme, c'est des choses significatives et positives. Il y a toute une série de portraits de femmes absolument incroyables. Ma conviction, bon, moi je suis un homme, et je ne suis plus tout jeune. J'ai la prétention de penser que je suis un féministe en termes de conviction. Je prétends pas être parfait dans ma vie quotidienne, mais ma femme non plus. Bon, voilà. Et généralement, moi, je vais au manif et elle va parce que le féministe l'énerve. Bon, soit. Mais ce discours qu'on peut comprendre, hein, en disant, bon, c'est des islamistes, etc. Pour les femmes, ça va être l'enfer. C'est tellement évident que ça pue 3 choses. Ça pue le racisme et la pensée coloniale, totale. On parle de décolonialisme, mais là, c'est dans le colonialisme actuel. Deuxièmement, c'est un déni des femmes concernées qu'on n'écoute pas. C'est ce que vous venez de dire. Les premières ici en Europe et en Belgique qui ont osé se dire féministes musulmanes, on leur riait au nez. Et alors, il y a aussi une certaine schizophrénie, y compris chez les féministes de la première vague. Moi, j'ai eu la chance de connaître la queue de la comète que je trouvais admirable, toutes ces femmes, à commencer par ma mère. C'est que moi, je me souviens quand même que dans les années 70, par exemple, quand ici on a entendu des femmes musulmanes qui souhaitaient avoir des heures spécifiques à la piscine, et que tout le monde a hurlé en disant « Oh, c'est important qu'on apprenne à se mélanger, etc., etc. » Moi, je me souviens qu'il y avait des revendications dans les années 70 des féministes qui disaient « On en a marre de tous ces mecs qui nous matent, elle est aussi entre nous. » Parce qu'effectivement, on a bien vu avec Nipouit qui nous soumise, etc. On a bien vu quelqu'un comme notre ami Fourest qui, effectivement, reçoit un prix de Debré, etc. Il faut quand même savoir à qui on a affaire, quand même. Voilà. Et c'est foi de féministe, hein, que je dis ça.